Depuis plus de 30 ans que je bosse, j'ai vu arriver l'Internet. Pour vous donner une idée de la nouveauté de la chose à l'époque, je me souviens clairement de mon chef de service au Figaro Économie me disant « Tu sais, tout ça c'est une mode et ça passera aussi vite que les biotechnologies ». Le pauvre n'était pas le seul à pas être très conscient de l'importance de la chose, parce que j'avais à peine 1 an d'expérience quand j'ai été nommé co-responsable de tous ces sujets. J'ai vu ensuite arriver les téléphones mobiles, enfin du moins ceux qui tiennent dans le creux de la main, jusqu'à la digitalisation universelle de nos vies professionnelles et personnelles. Et je tente de garder la tête au-dessus de la vague IA, perçue par tous depuis les années 2010 environ. Depuis que j'accompagne des équipes et des personnes dans le monde de l'entreprise, dans des secteurs et dans des pays différents, j'ai constaté, bien sûr, que ces changements n'étaient pas seulement technologiques. Les organisations modifient leur structure de manière quasi constante. Une transformation chasse l'autre. Les plans sociaux évacuent certaines catégories de personnes, tandis que d'autres sont les stars de campagnes de recrutement massifs. Bref, toutes les entreprises essayent d'anticiper la prochaine rupture ou pagaillent pour remonter la pente après avoir raté la précédente. Et ça concerne autant les PME que les géants mondiaux. Microsoft vient d'annoncer un plan de 15 000 licenciements dans le monde, soit plus de 6% de ses salariés, dont 200 en France, c'est-à-dire 10% des effectifs. Et la raison, c'est le redéploiement vers l'IA. Tout ceci concerne les structures, mais les demandes des salariés, elles aussi ont changé. Quête de sens, refus des horaires 9-18 au bureau, envie de s'expatrier, envie de coupures longues. Et les générations Z ou Alpha ne sont pas les seules concernées. Quand je suis devenu indépendant, fin 2001, j'ai collé des sueurs froides à l'intégralité de la génération supérieure dans ma famille, et peut-être aussi à mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on dirait que tout le monde rêve de devenir indépendant, freelance, entrepreneur, avec ou sans passage par Dubaï, bien sûr. Alors bien sûr, je suis peut-être seulement vieux. 52 ans, après tout, c'est un âge canonique. Mais il me semble que depuis que j'ai commencé à bosser, le rythme des changements s'accélère et de manière continue. Tous ceux qui écoutent cette chronique et qui sont plus jeunes, ou beaucoup plus jeunes, si vous pensez que c'est faux, parce que simplement j'ai passé la date de péremption, dites-le moi, mais gentiment et en message privé s'il vous plaît. Depuis le début de ma carrière ou de mes carrières, j'ai vite compris que si je voulais avoir et garder un métier intéressant, j'avais intérêt à rester en éveil et avoir les piles pour suivre un orchestre qui jouait sur un rythme de plus en plus rapide. Et pour avoir observé les carrières de certaines ou de certains depuis des années, j'ai l'impression qu'une qualité essentielle pour réussir aujourd'hui, c'est la capacité à apprendre très vite des choses très compliquées, au plan technologique d'abord, et par conséquent aussi sur le plan des modes de travail. À cette première qualité, Cal Newport en ajoute une seconde dans son livre Deep Work. Il dit que pour réussir, nous devons produire le top absolu de ce que nous sommes capables de produire. Pour lui, si vous produisez des choses de qualité médiocre, il est très facile aujourd'hui de trouver mieux en ligne, et pour tout ce qui concerne le travail intellectuel, il suffira de demander à l'IA de vous remplacer. Beaucoup se demandent aujourd'hui si l'IA va supprimer certains métiers. Pour moi, la question est mal posée. Ce qu'il faut se demander, ce que chacun d'entre nous devrait se demander, c'est est-ce que l'IA va me remplacer? Alors forcément, c'est plus rassurant de se poser la question au niveau global. Tant qu'on parle de grandes catégories de personnes, ça reste flou, et c'est rassurant. Et puis on se dit que ça mettra plus longtemps, qu'on aura le temps de voir venir. Mais bien avant que l'arbre soit déraciné, ce sont les branches qui cassent, et avant ça, les feuilles qui s'envolent. Les plus directement concernés par tous ces changements, ce sont ceux que les Américains appellent les knowledge workers. Les personnes qui sont dans des rôles qui produisent, qui utilisent, qui transforment de l'information et du savoir pour créer de la valeur. Et tout ça, en général, sans activité physique élevée. Dans tous ces métiers, l'IA va tracer une ligne entre ceux qui produisent des contenus de manière quelconque, de manière assez répétitive et sans amélioration majeure, et ceux qui auront décidé de développer les deux qualités dont je viens de parler. Maîtriser rapidement des choses difficiles et produire à un niveau élevé, tant en termes de qualité que de rapidité. Et ça ne se joue pas au niveau d'un métier. Quel que soit mon métier, c'est un travail que je dois faire individuellement si je veux continuer et prospérer dans mon métier. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous développer, augmenter ces qualités, à condition de nous mettre au travail.
je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Une des plaintes que j'entends le plus, c'est « je n'arrive pas à bosser, je suis bombardé de mails ». C'est impossible de se concentrer. Quand je ne suis pas en réunion, je passe mon temps à répondre à des mails. Est-ce que c'est une plainte valide? Très bonne question. Les derniers chiffres que j'ai trouvés ont été publiés en juin dernier par Microsoft, justement, dans son étude Work Trend Index Annual Report. Cette étude est basée sur l'utilisation de sa suite Office 365 par 31 000 knowledge workers dans 31 pays. Et les chiffres sont délirants. Selon Microsoft, chaque jour, un salarié reçoit en moyenne 117 mails et 153 messages Teams, les messages instantanés qui apparaissent sur votre écran. Ce nombre est en augmentation continue, 6% de croissance au niveau mondial par rapport à l'année précédente. En parallèle, le nombre de réunions est lui aussi en explosion et au total, un salarié ne peut rester plus de 2 minutes sans être interrompu, au moins pendant les heures classiques de travail, en gros 8h30, 18h30. Pas étonnant que nous ayons tendance à continuer à travailler bien après les heures officielles. 30% des salariés continuent à lire leurs mails après 10 heures du soir. Quand on rentre dans le détail des réunions cette fois, plusieurs points sont fascinants. D'abord, 57% de ces réunions sont programmées au dernier moment. Pas étonnant que dans les 10 minutes précédant une réunion, Microsoft constate une augmentation de 122% dans l'utilisation de PowerPoint. On bricole au dernier moment. Par ailleurs, les réunions de plus de 65 personnes sont celles dont le nombre augmente le plus rapidement, donc ça veut dire qu'on est de plus en plus dans des réunions strictement informatives et les moins en profondeur. Enfin, un tiers des réunions incluent des participants sur différents fuseaux horaires, c'est 35% de plus qu'en 2021. Continuons l'analyse. La moitié des réunions sont fixées entre 9h et 11h le matin ou entre 1h et 3h l'après-midi, c'est-à-dire exactement au moment où les personnes ont leur pic de productivité intellectuelle. Alors bien sûr, ce serait utile d'utiliser ce boost d'énergie du cerveau pour des réunions, si ces réunions représentaient un vrai moment de concentration collective. Malheureusement, ça n'est pas le cas, et je ne vais pas vous rappeler la réunion classique, le niveau de déconcentration avec des participants qui atteint des sommets, entre autres, parce qu'ils continuent à lire et à répondre à des mails ou à des messages instantanés. Et de toute façon, le vrai travail de concentration ne se fait pas en groupe, nous y reviendrons. Conclusion du rapport, la moitié des salariés, managers ou pas, décrivent leur travail comme chaotique et fragmenté. Il ne reste plus de temps pour qu'ils puissent se concentrer, aucune période dans la journée et aucun jour dans la semaine ne sont épargnés. Tout le monde le sait, mais on pourrait penser que ça ne change pas parce que c'est pas assez comptabilisable. Mais en réalité, si. L'avantage de ces outils numériques, c'est précisément qu'il est très facile de comptabiliser leur utilisation. Je vous ai parlé de l'étude de Microsoft parce que c'est la plus récente que j'ai trouvée, puis parce qu'elle est vraiment détaillée, mais faites une recherche rapide sur Internet, vous en trouverez des dizaines qui vont dans le même sens. Alors, pourquoi est-ce que rien ne change? La première raison, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que ça coûte. Tout le monde se dit bien, oui, c'est sûr, je pourrais être plus utile à l'entreprise, certainement, si je pouvais enfin faire le travail de fond pour lequel, au fond, je suis payé. Mais personne ne prend le temps de quantifier le coût du travail mécanique, d'échanges de mails courts sans vrais apports et de réunions floues sans passage à l'action programmée. Un monsieur qui n'en pouvait vraiment plus du tout de cette déferlante de messages inutiles a pris le temps de faire le calcul. Ce monsieur s'appelle Tom Cochrane. C'est un monsieur sérieux, né en 1977, donc pas non plus un ancêtre, consultant dans le numérique, qui a fait une partie de sa carrière dans l'équipe de campagne de Barack Obama en 2008, puis dans son équipe à la Maison-Blanche, où il a notamment supervisé le site whitehouse.gov et le site We the People, qui permettait aux Américains d'envoyer directement leurs demandes au gouvernement. Pendant un temps, après ce premier passage à la Maison-Blanche, il rejoint le groupe Atlantic Media comme Chief Technology Officer, puis justement il retournera bosser pour Obama, cette fois au sein du département d'État. Bon, donc c'est pas un mauvais. Et pendant son passage chez Atlantic Media, il a écrit un article qui a eu un très fort écho. Cet article, intitulé « Email is not free »,
est paru en avril 2013 dans la Harvard Business Review. Je l'ai acheté pour voir le détail de son étude et c'est assez édifiant. Comme il était CTO dans son entreprise, il pouvait avoir toutes les statistiques concernant l'email de chaque collaborateur de l'entreprise. Alors, il a commencé par les siens et il a compté qu'il avait environ 160 mails par jour, dont 46% venant de ses collègues. Et sur ces mails internes, les 3/4 étaient des mails qui ne lui étaient pas directement adressés. Il était en copie, ce qu'il appelle dans son article la culture pour ton information qui noie la plupart des cadres dirigeants. Finalement, seulement 20% de ces mails internes demandaient son retour sur des documents. Quand il a regardé les emails des autres personnes de la société, il s'est rendu compte qu'il était un peu au-dessus de la moyenne, mais finalement pas tellement. En gros, son nombre de mails considérable était plutôt la norme. Autre information intéressante, il a compté le nombre de mots par mail. Il a constaté qu'en moyenne, c'était 32 mots par mail, soit environ 2 phrases, preuve selon lui qu'il n'y avait sans doute rien de très important dans la plupart de ses mails. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand il a fait le calcul du coût de ses mails sans vrai intérêt. Il ne donne pas le détail de son calcul, ce qui est très dommage, mais il précise qu'il a tenu compte de la vitesse moyenne pour taper au clavier, de la vitesse de lecture, du taux de réponse, du volume global de mails, du salaire moyen des employés et du nombre d'employés dans son entreprise. Total, un coût moyen de 95 cents par email. Si on reprend l'estimation de Microsoft de 117 mails par jour et qu'on compte 214 jours de présence par an, on a donc plus de 20 000 € par personne dépensés à s'échanger des mails. Certains sont importants, ok, mais comme le montre Cochrane, c'est pas la norme. Et regardez votre boîte de réception ou d'envoi et demandez-vous combien nécessitait vraiment cet envoi, la lecture, puis la réponse à la réponse, etc. La solution proposée par Tom Cochrane, c'est remplacer la plupart des emails par d'autres outils numériques. Logiciels de collaboration, suite en ligne Google, Slack, réseaux sociaux d'entreprise, Yammer, Slack encore, messagerie instantanée, bref, tout ça fonctionnant grâce au fameux cloud. Il remarquait que le seul département de son entreprise où le nombre de mails était nettement inférieur était celui où tous ces outils étaient utilisés. Et il remarquait aussi que depuis qu'il était passé sur la plateforme Google d'échange de documents en ligne, Google Docs, son nombre de mails avait diminué de 15%. Ouais, mais est-ce que ça change le problème de fond? On va peut-être échanger moins de mails, mais on va les remplacer par des rafales incessantes de messages instantanés que personnellement je trouve encore plus intrusifs. Et puis ils prennent aussi un temps considérable. L'étude Microsoft dont je vous ai parlé montre bien que le nombre de messages Teams sur sa plateforme est déjà 30% supérieur à celui des mails. Et ces messages eux aussi ont un coût que je n'imagine pas très inférieur à celui des mails. Conclusion de tout ça. Ces moyens numériques de communication, qui étaient supposés au départ nous simplifier la vie, accélérer les échanges, augmenter notre productivité, sont aussi et peut-être encore plus devenus des centres de coûts cachés colossaux. C'est calculable et pourtant, rien ne change. Alors, pourquoi? C'est le moment où je ne vais pas me faire que des copains. Je crois qu'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous continuons à empiler des journées bourrées comme des millefeuilles avec des tâches répétitives, peu nourrissantes et qui nous laissent avec une sensation d'épuisement triste le soir, et bien cette raison, c'est notre paresse naturelle. Alors ne me jetez pas des cailloux tout de suite, je me mets complètement dans le lot. Le paradoxe, c'est qu'au fond, notre suractivité n'est sans doute qu'un paravent, un camouflage pour éviter de nous mettre pour de bon au boulot, c'est-à-dire au boulot sur des choses vraiment importantes et vraiment nourrissantes. Je vous ai dit que je me suis mis dans le lot. La saison dernière, je me suis lancé le défi d'écrire un article par jour pendant 1 an. Les personnes que je rencontrais me disaient « Bravo, magnifique, c'est super », mais au fond, est-ce que c'était vraiment si compliqué? Bien sûr,
c'était parfois pesant. À la fin d'une longue journée d'animation, rouvrir son ordinateur, trouver un sujet, rédiger, relire, corriger, et puis couper pour que ça rentre dans le calibrage imposé, tout ça, oui, ça demande du temps et des efforts. Mais de quels efforts s'agit-il? Là, j'ai un indicateur simple. Au fur et à mesure, je mettais de moins en moins de temps. J'ai dû démarrer les premiers articles 90 minutes. Puis j'ai fini autour d'une demi-heure pour faire la rédaction et la rédaction finale. Bien sûr, c'est pas négligeable, surtout en comptant le temps pour le mettre en ligne et préparer la newsletter du lendemain. Mais ça, c'est pas l'indicateur d'un travail en profondeur. La vraie question, la seule question, c'est: est-ce que j'ai l'impression à la fin d'avoir lié des idées d'une manière neuve? Est-ce que moi, j'ai l'impression d'avoir fait un travail créatif original? Mais attention, original, c'est pas par rapport au reste de l'humanité. C'est bien par rapport à ce que moi, j'ai déjà produit. Et il y a du coup un indicateur encore plus fondamental. Est-ce que je suis joyeux au moment où j'ai fini de bosser, ou bien est-ce que je me dis juste « bon, eh ben voilà, ça, c'est fait ». Si je me positionne par rapport au jugement des autres, alors je peux faire le fier et dire « vous avez vu, j'ai publié pendant 1 an, tous les jours, du contenu relativement intéressant ». Mais si je me positionne par rapport à moi, par rapport à mon jugement honnête et sincère, ce qui est une bien meilleure idée au fond, alors je sais que ce défi n'a pas représenté une vraie opportunité de croissance pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai fait des choses assez similaires. J'ai navigué dans le connu. Simplement, j'ai poussé les feux sous la poêle. Plus je réfléchissais à tout ça, plus je me disais qu'il y avait sans doute là-dedans une des raisons pour lesquelles nous avons une sorte de fierté morose à être épuisés. Je suis vidé. Voilà ce qu'on annonce avec une sorte de gloriole grise à la pause dans nos boîtes ou en rentrant chez nous. Mais nous devrions plutôt nous dire que ça n'est pas du tout une bonne chose. Est-ce que vous seriez satisfait si vous rentriez chez vous en disant « je suis tombé en panne d'essence, j'ai dû faire dépanner la voiture » Probable que vous vous diriez plutôt « mais comment est-ce que je fais pour que ça ne se reproduise jamais ?» La paresse dont je parle, c'est donc la paresse qui consiste à empiler des tâches répétitives parce qu'au fond, elle ne nous demande pas trop de matière grise, pas trop d'efforts intellectuels. Par exemple, imaginez quelqu'un qui vous dise ou qui dise « oui, au fond, ce qui me fait vraiment envie, c'est changer ma manière de bosser avec mes clients. Pour ça, je pourrais lire des bouquins, aller interroger des équipes commerciales dans d'autres boîtes, dans d'autres secteurs qui cartonnent, et puis ensuite je ferai une synthèse des idées qui m'excitent le plus, je me bâtirai un vrai plan d'action, un plan de test, je convaincrai mon manager de tester certaines choses, j'irai le faire, je me prendrai des pelles, j'ajusterai, je retesterai, je réajusterai, j'irai en parler de nouveau avec d'autres personnes, et puis à la fin, quand j'aurai un truc qui fonctionne, je ferai une synthèse pour le reste de l'entreprise. Mais il faudrait que je fasse tout ça en continuant toutes les autres tâches répétitives. Et puis, je sais pas si ça va marcher. Et puis, je sais pas si mon manager va être OK. Et puis. Bref, je garde ça dans un coin de ma tête, comme un scrupule, vous savez, le petit caillou qui nous fait mal dans la chaussure, et je me mets jamais vraiment au boulot parce que j'ai déjà trop de boulot. Autre exemple, oui, bien sûr, je sais qu'il faut que je bosse sur des sujets IA, parce que je sais qu'il faut passer par là. Mais je sais pas par où commencer. Donc, on va organiser des réunions. Et puis on va organiser d'autres réunions. Et puis, comme on tournera en rond, on va faire venir des consultants. Et puis on va refaire des réunions. Et après 6 mois, on pourra mettre sur un PowerPoint la phrase résumant l'activité du semestre, réflexion sur l'IA et construction d'un plan d'action pour le semestre à venir. Mais personne n'a réellement investi sa force créatrice. Nous n'avons investi que notre temps dans des centaines de mails, dans des dizaines de réunions, avec une part faible de notre attention. J'ai une idée. Je vous propose d'appeler ce processus la suractivité paresseuse. Nous refusons de faire ce travail de concentration solitaire pendant plusieurs heures d'affilée, régulièrement dans notre semaine, parce qu'au fond, ça consomme trop de calories, que nous en avons perdu l'habitude et que nous préférons rester dans du connu, même si ce connu est pesant. Toutes choses égales par ailleurs, nous vivons la même chose lorsque nous posons notre bouquin au bout de 10 pages
pour reprendre notre téléphone, vérifier si nous avons reçu un message et que nous partons dans 45 minutes de scrolling débile sur des vidéos de mécanique auto ou de restauration de maisons anciennes. Bon, là je parle de moi, chacun ses vices. Mais en faisant ça, en suivant la pente facile, celle qui descend, nous nous privons de la récompense après un effort de concentration, la joie et la fierté. La même joie qu'on a aussi après un travail physique. Tondre son gazon nickel, remonter un mur en pierre, ranger son bois, réparer les freins de sa moto, bref. Nous reparlerons de cette joie de la concentration dans le travail manuel. Elle nous donnera probablement des clés pour le travail intellectuel. D'ici à la semaine prochaine, je vous propose donc un boulot. Prenez un calepin, un vrai calepin, avec du papier. Et chaque fois que vous ressentirez de la joie à la fin d'un effort physique ou effort intellectuel, notez-le. À la fin de la semaine, si vous vous dites « ça va, j'ai le bon compte, je suis content avec ça, pas besoin de plus », alors bravo. Et si en revanche vous vous dites « c'est trop peu, j'en veux davantage, mais », alors rendez-vous dans mes prochaines chroniques. Et si cette chronique vous a plu, moi j'ai une demande à vous faire. J'ai besoin d'éléments concrets pour tout ce travail d'exploration et de réflexion que je suis en train de faire. Et pour cela, j'ai besoin et j'ai très envie de vous écouter. J'ai déjà plusieurs personnes qui ont accepté de me donner 1 heure de leur temps pour me raconter leur quotidien. C'était passionnant. Mon but, c'est de vous interviewer sur les moments où vous êtes dans la joie, en ce moment, ou à d'autres moments dans votre carrière. Est-ce que vous voulez bien m'aider ? Je veux faire quelque chose qui soit concret, nourri avec vos exemples. Et si vous êtes OK, voici mon mail. aurélien@aureliendaudet.com. Dites-moi que vous êtes d'accord et je vous enverrai un lien pour que vous preniez rendez-vous à 1 heure qui vous convienne. Voilà. Cette chronique m'a demandé beaucoup de boulot. Est-ce qu'elle vous a plu ? Est-ce qu'elle vous a intéressé ? J'espère, mais je n'en sais rien. La seule chose dont je sois sûr, c'est que je suis joyeux d'avoir fait bosser mon cerveau sur du sujet neuf, de m'être frotté à la réflexion d'auteurs très costauds et d'avoir connecté des éléments d'une manière neuve pour moi. Et ça, c'est déjà ça. À vous maintenant de vous mettre au boulot, de réfléchir là-dessus et sans doute de découvrir de nouvelles portes. Et ça aussi, j'adorerais en causer avec vous. Très bonne semaine à tous.